Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Dans l'actualité ce soir, ouverture des travaux de la 34e conférence des chefs d'État et de gouvernement par visioconférence. La session de l'Union africaine a porté sur deux principaux thèmes, la lutte contre la pandémie de Covid-19 et l'élection d'un président à la tête de l'institution. Dans l'actualité aussi, célébration ce 6 février de la journée internationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines. L'événement a été marqué par des plaidoyers pour mettre fin à ces pratiques en Guinée. Enfin, publication des résultats de l'évaluation des programmes de formation par l'autorité d'assurance qualité. Sur 65 programmes examinés, 28 ont été accrédités par l'ANAC. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais tantôt, tenu ce samedi par visioconférence à Addis Abeba de la 34e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les travaux ont porté sur deux thèmes principaux, l'élection d'un président à la tête de l'institution et la lutte contre le coronavirus. Le thème retenu cette année, art, la culture et le patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Sanassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Pour cause de pandémie de Covid-19, le 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert virtuellement ce samedi, 6 février 2021 à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Au menu des débats, la mobilisation de fonds nécessaires pour lutter contre le coronavirus sur le continent et l'élection du nouveau président en exercice de l'organisation panafricaine. Ces personnalités ont mis l'occasion à profit pour âprement discuter des conséquences économiques de la pandémie ainsi que des stratégies de vaccination à venir. Notre préoccupation immédiate, la plus urgente, a été d'évaluer l'impact de cette pandémie sur la population du continent africain. Nous avons travaillé très vite à la mise en place d'une stratégie africaine commune pour la riposte à la Covid-19. Cette stratégie qui a été exécutée avec beaucoup de réussite à travers les différentes structures de l'Union africaine. Nous avons été dirigés par le bureau de l'Union africaine qui était chef de file dans la coordination des réponses apportées par les États membres. Dans le cadre de cette réponse continentale, le bureau a désigné 6 Africains connus, distingués, qui sont devenus des envoyés spéciaux pour mobiliser les ressources financières afin d'appuyer notre réponse sanitaire nationale et aussi redresser nos économies. C'est sur ces notes d'espoir de voir le continent venir à bout de l'épidémie que le président sortant Cyril Ramaphosa a passé le témoin au nouveau président en exercice de l'Union africaine. Nous voulons en effet une Afrique avec une participation active et massive des femmes et des jeunes, moteur d'un développement durable et inclusif. Je mesure l'immensité de la tâche que j'accepte en toute humilité d'assumer avec votre appui constant, le concours appréciable de tous les membres du bureau et la disponibilité permanente de la commission de notre organisation. Je tiens à remercier vivement mon prédécesseur, le président Cyril Matamela Ramaphosa, qui, dans des conditions difficiles dues à la pandémie de Covid, a su mobiliser les efforts de tous les pays du continent et des partenaires pour y faire face. Pour cela, je propose qu'il soit le champion du programme de vaccination et de lutte contre la pandémie de Covid-19. L'un des objectifs à court terme du président Félix Tshisekedi sera sans nul doute de mettre en place une réponse collective pour accélérer la campagne de vaccination en Afrique. Le thème lancé cette année au compte de ce 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons.
En complément d'information, le Tchadien Moussa Faki Mahamat a été réélu à la tête de la Commission de l'Union africaine pour un second mandat de 4 ans. Puisque nous parlons de santé, le monde vient de célébrer la journée internationale de lutte contre le cancer. Et pour marquer sa partition à ce combat mondial, l'ONG Sans Tabac a mené une campagne de sensibilisation à l'endroit des populations. Les messages ont porté sur les méfaits du tabac et de l'alcool. Bakary Bamba Kondi. Parallèlement au coronavirus, plusieurs autres maladies nuisent dangereusement à la santé des populations. C'est le cas du cancer. C'est pourquoi le 4 février de chaque année est consacré à la lutte contre cette maladie dans le monde. En Guinée, elle est célébrée en différé par l'ONG Génération Sans Tabac sous la tutelle du ministère de la Santé avec pour thème « Je suis et je veille ». Une population malade est une population improductive. J'ai demandé aux autorités et les médias publics et privés de faire de la promotion de la santé une priorité. Une population, quand elle n'est pas en bonne santé, rien ne peut marcher. Cette journée de sensibilisation est mise à profit par les médecins de passer en revue les causes et conséquences du cancer, mais surtout expliquer aux citoyens les différents types de cancers et leur mode de prévention. Au terme des exposés, l'on retient que le tabac, l'alcool, la consommation abusive de graisse et le manque d'exercice physique sont des facteurs aggravants de ce fléau qui aboutit à la tumeur. À l'occasion de ces journées internationales de lutte contre le cancer, nous, oncologues, saisissons cette opportunité pour attirer l'attention de nos décideurs politiques sur l'état des lieux du cancer en général dans notre pays, mais aussi sur la situation actuelle des cancers les plus fréquents. En organisant cette activité aujourd'hui, elle œuvre pour la protection de la santé des populations, mais aussi pour sensibiliser dans le cadre de la prévention utile à la lutte contre le cancer. Comme vous l'avez constaté, il y a pas mal d'acteurs qui sont présents, des acteurs du corps médical, mais aussi des acteurs de la presse que vous êtes, qui est vraiment un tremplin très important dans la sensibilisation, la communication et la promotion de la santé de nos populations. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 19,3 millions de nouveaux cas de cancer, dont 10 millions de décès ont été enregistrés en 2020 dans le monde. L'objectif de la Génération Sans Tabac est d'accompagner l'État dans la promotion de la santé des populations et aider à les moraliser pour l'abandon du tabac et l'alcool, tous nuisibles à la santé. Santé publique à présent, récemment, des sachets de farine avariés ont été saisis à Kaloum et à Dixine grâce à l'alerte d'un consommateur. Informée, la nouvelle ministre du Commerce est allée plus loin. Elle a ordonné la fermeture jusqu'à nouvel ordre des supérettes où ces produits ont été saisis. C'est dans le but de protéger la santé des populations. Fodé Camara. Sous une bonne escorte des agents des services spéciaux du colonel Tchegoro, la ministre du Commerce, Mariam Kamara, fait une descente inopinée dans l'une des succursales des supérettes Jibara, installées dans la commune de Kaloum. De l'espace de vente au magasin de stockage, tout est minutieusement supervisé. Ça et là, du jus à la date de péremption dépassée et des denrées impropres à la consommation à cause de la moisissure. Au terme de l'inspection des agents de l'Office national du contrôle de qualité du ministère du Commerce, cette supérette Jibara de Kaloum est fermée jusqu'à nouvel ordre. Quand ça est dans les règles, le commerçant, il ne doit pas oublier là où mettre ses fromages, là où conserver la viande, le poisson, là où mettre même les produits, les détergents et autres. Ce n'est même pas une affaire de date de péremption. Ils doivent savoir que l'humidité, la poussière, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influer sur la qualité des produits. Nous sommes déterminés, le gouvernement, et c'est ça ma mission. Après une escale à la supérette Assis, 6 à Kaloum, direction la commune de Dixine, où récemment 840 sachets de farine avariée de 900 grammes et autres produits impropres à la consommation ont été saisis. Ici, sur les étagères et dans les frigos, beaucoup de produits ne sont pas étiquetés et les magasins de stockage exigus et mal aérés. Depuis que nous avons commencé à faire des opérations de saisie, on a toujours invité les opérateurs à s'inscrire, n'est-ce pas, dans la dynamique de la nouvelle vision
n'est-ce pas, du ministère du Commerce. Notre rôle, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, d'inspecter ou de contrôler. On peut leur apporter beaucoup d'appui conseils techniques, notamment dans le cadre de la conservation des produits. Cette supérieure Djibara de Dixine est aussi fermée jusqu'à nouvel ordre. La ministre du Commerce compte poursuivre ses visites inopinées. Quand on a vu un produit périmé, systématiquement c'est la fermeture d'abord, ensuite la procédure. La procédure veut dire qu'il y a d'autres acteurs sur la chaîne qui vont faire leur travail humainement, parce que c'est des familles qui sont concernées. Les individus, c'est tout le monde, les couches déshéritées, qui ne peuvent pas dire non à la nourriture. Il faut les protéger. C'est aussi le souci du gouvernement. Le président de la République, dans ses propos de gouverner autrement, fait allusion à tout ça. Cette stratégie de mutualisation des interventions de tous les acteurs de la chaîne vise à assainir le marché pour que des produits de qualité se retrouvent dans les assiettes. Une question de santé publique. Nous sommes le 6 février et comme chaque année, l'humanité a célébré aujourd'hui la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. L'événement est commémoré sous le thème aucune excuse pour l'inaction mondiale. Unissons-nous, finançons et agissons pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Un thème évocateur pour inciter les gouvernants à plus d'actions afin de mettre fin à ces fléaux. Kaba Diamou. Les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines. En Guinée, la lutte contre cette pratique néfaste mobilise davantage des acteurs avec une nouvelle forme de sensibilisation. Pour explorer de nouvelles solutions, la journée de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines est organisée. L'objectif du département des droits et de l'autonomisation des femmes, toucher les consciences pour changer les mentalités. Nous saluons la volonté politique avérée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa vision à vouloir débarrasser notre pays de toutes les formes de violence, de vulnérabilité et de discrimination à l'égard des femmes et filles de Guinée. Pour y parvenir, le ministère en charge de l'autonomisation des femmes s'est doté en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers de stratégies dynamiques sur les violences basées sur le genre. Autre ambition de cette journée, la mise en place du Comité national de lutte contre les violences basées sur le genre. La démarche est l'une des priorités du ministère de la Justice qui entend jouer sa partition. Des mesures dissuasives sont annoncées. Au nom du gouvernement et du ministère de la Justice, je vous garantis qu'au sortir d'ici, des instructions claires par voie de circulaire et dans le cadre bien entendu de la politique pénale seront données à tous les parquets pour un renforcement de l'arsenal de répression et plus de rigueur dans les réquisitions et les sanctions à prononcer. La tolérance zéro aux mutilations génitales féminines est une proposition des premières dames d'Afrique. En Guinée, la première dame de la République a mis ce combat commun parmi ses engagements. À cette rencontre, les idées de Adjadjene Kondé sont défendues pour accompagner les plaidoyers. La Fondation Prosmi s'est engagée dans l'amélioration des conditions de vie et des droits des femmes et des jeunes filles. Les taux de prévalence qu'affiche notre pays sont encore vraiment en deçà de ce que nous espérons. Donc, en rapport avec le thème de l'année, il est important qu'il y ait plus de mobilisation, plus d'action pour traduire les différents engagements en actes concrets. L'engagement vraiment de Madame la Première Dame à travers la Fondation Prosmi ne fera pas défaut. Désormais, plus de répit pour intensifier la campagne de sensibilisation sur l'abandon des mutilations génitales féminines. Une volonté du chef de l'État pour renforcer et maintenir l'adhésion des acteurs à tous les niveaux. Une vision visant à stopper les violences basées sur le genre.
Un combat mené également par d'autres couches féminines, c'est le cas des jeunes filles leaders de Guinée. Pour lier l'acte à la parole, elles se sont rendues sur le terrain afin d'étudier la problématique liée au respect des droits des femmes. Les résultats issus de l'enquête ne rassurent pas et demandent plus d'action pour éradiquer ces pratiques néfastes à la santé de la femme et de la fille. Yaya Silla. Le Club des jeunes filles leaders de Guinée est une organisation à but non lucratif qui a pour vocation la promotion et la défense des droits des filles et femmes en Guinée. Pour réussir cette mission, le Club des jeunes filles leaders de Guinée réunit pour la première fois des associations féminines, des partenaires techniques et financiers ainsi que les membres du gouvernement autour d'une plateforme d'échange multisectoriel pour débattre de la problématique des violences basées sur le genre. Ce forum sera donc un cadre d'échange multi-acteurs sur la problématique des violences basées sur le genre, pour ainsi favoriser la coordination des efforts des différents acteurs engagés dans la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes afin de contribuer efficacement à la réduction des dites violences au bénéfice de la jeune fille guinéenne. Le Forum de la jeune fille est une initiative fortement appréciée par les partenaires techniques et financiers. Au cours du panel de haut niveau animé par le ministre de la Justice et celle de droit et de l'autonomisation des femmes, les deux membres du gouvernement se sont engagés à amplifier les actions de coordination et de lutte contre les violences basées sur le genre. Je vais m'évertuer à assurer cette coordination holistique parce que le secteur de protection des droits des femmes et de l'autonomisation et de leur autonomisation vraiment, en termes de coordination, je constate une défaillance. Il va falloir s'investir. J'interpelle toutes les ONG ici présentes, toutes les ONG qui interviennent dans ce secteur, pouvoir se donner la main afin de favoriser ce partenariat stratégique entre nous, dans l'intérêt des filles et femmes de Guinée. À marge des travaux, le Club des jeunes filles leaders de Guinée a présenté des tableaux illustratifs des violences basées sur le genre. À l'enseignement supérieur, les résultats de l'évaluation des programmes de formation ont été rendus publics ce matin par l'Autorité nationale d'assurance qualité. Sur les 65 programmes examinés, 28 ont été accrédités par l'ANAC et cette évaluation concerne 21 institutions d'enseignement supérieur et technique, publiques et privées. Reportage Mohamed Saliouba. Les institutions d'enseignement et de recherche sont engagées dans la démarche qualité pour améliorer les offres de formation. En 2019, 65 programmes de formation ont été soumis à l'évaluation de l'Autorité nationale d'assurance qualité. Après examen par les experts de l'ANAC, seulement 28 programmes sont accrédités. Les programmes ont été évalués sur la base de l'atteinte des standards de qualité, de 22 standards de qualité qui sont référenciés dans notre référentiel d'évaluation. Et sur la base du mémoire de proposition du secrétariat exécutif, le conseil scientifique a décidé d'accréditer les programmes avec un barème de 14 standards atteints sur 22 de notre référentiel. Cette évaluation touche 21 institutions d'enseignement supérieur publiques et privées. Parmi ces institutions, certaines sont invitées à plus d'efforts pour bénéficier de l'avis favorable de l'ANAC. On a un programme accrédité sur 4. Quand on va à un examen, on va pour réussir. Mais 1 sur 4, ça veut dire qu'on n'a pas réussi. Donc on va reprendre le travail, n'est-ce pas, avec une nouvelle énergie pour faire accréditer tout le programme, Inch'Allah. Donc l'évaluation des programmes et des institutions permet de savoir à l'enseignement supérieur et à la formation quels sont les programmes qui tiennent la route, quels sont les programmes qui forment pour un avenir. Parce que former pour former, ça ne sert à rien. Il faut former pour l'emploi. Quels sont les programmes qui vont dans cette direction? L'évaluation des programmes de formation devrait améliorer la qualité de l'enseignement dans les institutions d'enseignement et de recherche. Pour cette évaluation session 2020,
menée dans un contexte de crise sanitaire, peu d'institutions d'enseignement public ont soumis des programmes à évaluer. Éducation toujours, la coopération guinéo-turque se matérialise aussi dans le secteur éducatif. À l'image, l'université La Source qui s'engage dans un processus de partenariat avec une association turque. Un partenariat promoteur visant à rehausser le niveau d'études des élèves et étudiants de ce temple du savoir. Ali Badra Kondé, reportage. Le complexe universitaire et professionnel La Source, à travers son administration, se mobilise pour rehausser le niveau de formation de ses élèves et étudiants. Il vient de déclencher un processus de partenariat avec une association turque. Il sera question pour cette institution d'accorder des bourses d'études aux élèves bacheliers pour la Turquie. We opened a vocational training school in Uganda. Au Kenya déjà, ils ont plus de 150 000 étudiants depuis que leur ONG existe. Ils sont passés dans plein de pays. Maintenant, ils sont en Guinée dans ce cadre-là. Et ça sera une bonne opportunité aujourd'hui pour eux aussi de commencer avec le complexe scolaire universitaire et professionnel La Source. Je suis ravi de les recevoir et je les remercie aussi d'avoir choisi le complexe scolaire universitaire et professionnel La Source. Je me suis toujours battu dans ce sens, chercher des partenariats avec des universités, des écoles à l'étranger. Ce nouveau partenariat avec la Turquie offre des opportunités à ces jeunes élèves d'aller approfondir leurs connaissances. Toute une satisfaction pour ces apprenants. C'est une opportunité pour nous de booster nos études une fois à l'université. Je les remercie beaucoup d'être passés. Après 21 ans d'existence, le complexe universitaire et professionnel La Source offre une panoplie de disciplines aux élèves. L'institution compte créer dans les jours à venir des branches techniques dans la formation professionnelle. Et puis les orpailleurs de Guinée entendent moderniser leur secteur. Les exploitants du métal jaune se sont retrouvés pour échanger sur le fonctionnement de leur corporation et les problèmes auxquels ils sont confrontés. C'était à la faveur de la journée nationale de l'orpaillage qui sera célébrée en différé. Alpha Agaba, compte rendu. Depuis 2016, la journée nationale de l'orpaillage est célébrée en Guinée. L'occasion pour les exploitants du métal jaune de discuter des problèmes qui assaillent leur corporation et montrer à travers des expositions le potentiel aurifère de la Guinée. Cela en vue d'une meilleure réorganisation de l'activité d'orpaillage. Cette année, Covid-19 oblige, pas de cérémonie officielle. Cette journée, non seulement ça signifie d'une journée de concertation, d'échange, surtout si ce n'était pas avec le Covid-19, nous voudrions inviter les partenaires étrangers et tous les orpailleurs du pays pour venir discuter et exposer le potentiel du métal jaune de la République. Le secteur de l'orpaillage est un levier de croissance et de développement. Entre autres défis de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, lutter contre les conflits et des cas d'accidents sur les sites d'exploitation, le recensement de tous les exploitants en les dotant d'équipements de travail modernes. Déjà, des investisseurs étaient récemment dans certaines préfectures aurifères pour identifier les zones d'exploitation artisanale. Nous avons au moins recensé 2 ou 3 partenaires étrangers qui sont prêts à apporter les aides financières et matériaux pour aider les orpailleurs à moderniser leur secteur. Et nous sommes en train de courir derrière le gouvernement à travers le ministère des Mines et de la Géologie pour nous aider à la mécanisation de notre secteur. Pour éviter désormais, et s'il faut dire arrêter, les éboulements dans les mines. Le bureau de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée a été mis en place l'année dernière à Conakry suite à un congrès électif. Sa mission, unir les orpailleurs et lutter considérablement contre l'anarchie et le laxisme au sein du secteur de l'orpaillage en Guinée. Au ministère de la Sécurité, les cadres saluent la reconduction du ministre Albert Damantan Camara. Il s'engage à accompagner les réformes engagées pour améliorer le processus de sécurisation des citoyens et de leurs biens. C'était lors du rassemblement général hier vendredi. Commandant Morikaba est correspondant de la police nationale.
Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, la poursuite de réformes demeure dans les actions prioritaires. Avec la reconduction du ministre Damantan Albert Camara, les cadres du département se montrent plus engagés à travailler pour la sécurité des populations. Le ministre Damantan, par sa façon de conduire les affaires de la police, sur le plan opérationnel, sur le plan management, nous venons de gérer 3 élections. Aujourd'hui, la police guinéenne est devenue un exemple dans la sous-région en matière de sécurisation des élections, en matière de sécurisation des foules. Donc pour que tout cela ait lieu, il fallait un ministre spécialiste en management pour pouvoir diriger les unités opérationnelles. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Damantan, demande plus de courage et du don de soi pour la réussite de la mission de sécurité des populations et de leurs biens. L'humilité qui nous a permis de comprendre le chemin qu'on avait à faire, les efforts qu'on devait fournir, les sacrifices qu'on devait consentir tous ensemble. Je n'ai rien fait d'autre que ce que vous-même vous avez cru bon de faire pour que ce département joue son rôle. Que Dieu me permette de continuer avec vous, c'est une grâce, c'est une bénédiction, mais c'est surtout le travail que vous avez accepté d'accomplir. C'est vous qui avez accepté d'accomplir ce travail-là. Et vous avez montré à plusieurs reprises que vous êtes capable d'aller au-delà de ce que vous faites d'habitude et même d'aller au-delà de ce qu'on vous demande. C'est surtout la volonté du chef de l'État de vous permettre d'accomplir votre mission. Les directions générales de la police nationale, des renseignements internes et de la protection civile promettent une fois de plus de redoubler d'efforts dans la préservation de la quiétude des populations sur toute l'étendue du territoire national. Développement local, les natifs et ressortissants de la région de Boké expriment leur reconnaissance au chef de l'État pour les infrastructures réalisées dans leur localité à travers Fodel et l'ANAFIC. À cet effet, ils ont organisé une lecture du Saint-Coran ici même à Conakry pour la paix et le développement socio-économique du pays. Younis Atawel Camara. Ces dernières années, plusieurs infrastructures sociales de base ont été réalisées dans les différentes localités de la région de Boké grâce au fonds de l'ANAFIC et du Fodel. Pour exprimer leur reconnaissance au bienfait du chef de l'État, les sages, cadres, autorités locales et les fils ressortissants de Boké font des prières et bénédictions en faveur du président de la République, professeur Alpha Condé. Le président a commencé tout d'abord par implanter des infrastructures dignes de nom à travers la fête tournante, mais aussi les infrastructures sociales de base qui permettent aujourd'hui aux populations de Kakandé d'accéder à la santé, à l'école et à l'eau potable. Regroupés autour du livre saint, ces religieux venus de Boké ont imploré la grâce divine en faveur de la paix et de l'unité nationale. Ils prient également pour la réussite des projets de développement déjà enclenchés par le chef de l'État au compte de la 4e République. Nous sommes réunis pour organiser cette lecture du Saint-Coran pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'abord qui a donné le pouvoir au professeur Alpha Condé. Qu'il puisse guider ses actions, qu'il puisse bénir le pays quand il lit le Coran pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu va exaucer toutes tes vœux. Je pense qu'il est très rare de voir toutes les communautés de Boké réunies en un même endroit pour faire des prières pour le président de la République, pour toute l'énergie qu'il déploie pour le développement de la Guinée et de Boké en particulier. Et je pense qu'avec tous les sages qui représentent toutes les sensibilités de la région de Boké aujourd'hui, ça a été une journée mémorable. Cette retrouvaille sur fond de reconnaissance au bienfait du président de la République dans la région de Boké a connu la présence de l'ensemble des couches sociales de la région qualifiée de zone économique spéciale du pays. Sport, vous le savez déjà, c'est la joie dans la cité, dans la dernière ligne droite du CHAN Cameroun 2021, en attendant le choc de la finale entre le Mali et le Maroc. Pour le match de la 3e place, le style local a terrassé les liens indomptables du Cameroun dans leur tanière sous le score de 2-0. Une performance qui permet aux poulains de coach Kamfour Lapé Bangora de boucler leur participation au CHAN avec une place sur le podium. Nous vous proposons le résumé de cette petite finale Guinée-Cameroun. Les deux buts, le premier, Amola Silla sur cette frappe détournée
par le stopper camerounais et qui trompe son propre gardien de but. Achou Querido n'y pouvait rien. Ballon flottant et de mauvais effets. Les Camerounais qui se sont essayés. Là, Manicré d'abord, qui n'arrive pas à pousser ce ballon dans les ponts, les filets. La balle trop haute pour le gardien. Kamara Moussa. Et puis, au temps additionnel, Mamadouba Bangoura s'en va crucifier le gardien Achou Querido pour le deuxième but guinéen. Et c'est ainsi donc à la mi-temps. Les deux équipes se sépareront sur le score de 2 buts pour la Guinée, 0 pour le Cameroun. Le dernier tireur qui n'était autre que celui qui est censé être le meilleur l'équipe de la Guinée, joueur de ce tournoi, la 3e place. Morlaï Sila s'est donc réconcilié avec son public. En finale, l'apothéose de ce 6e championnat d'Afrique des nations de football qui aura comblé plus que les attentes des footballeurs africains. Félicitations donc au poulain de l'AP Bangoura pour cette brillante victoire. Et oui, la vie est faite de joie, mais aussi de tristesse. Hier vendredi, un digne fils du pays a tiré sa révérence. L'artiste-compositeur Abdul Karim Diallo alias Abdul Jabbar était une icône du reggae guinéen. Ce matin, plusieurs artistes et musiciens lui ont rendu un dernier hommage au cours du symposium organisé par le gouvernement à l'hôpital sino-guinéen. Mikini Moussa Kamara et Seta Machal. Un choc pour de nombreux artistes pour qui Abdul Karim Diallo, Abdul Jabbar, a été une source de réjouissance et d'inspiration. Un auteur-compositeur qui a fait rayonner la musique reggae à travers la Guinée. Aujourd'hui, c'est l'industrie musicale guinéenne qui est affectée par cette disparition prématurée. Je l'ai connu depuis 2011 sur une compile qu'on appelle Natural Reggae, qui a été d'ailleurs ma première fois de faire des collaborations avec lui et par le biais de son grand frère Lama Reggae Music. Né à Fria il y a 41 ans, Abdul Jabbar a commencé sa carrière par le rap avec son premier album Touligbeli en 2005. Poursuivant son aventure musicale, il découvre le reggae avec son album intitulé Le Bas Peuple. Sorti en 2007, l'œuvre a permis de dénoncer et de suggérer des solutions à la gouvernance d'alors. Depuis lors, Abdul Jabbar a adopté le reggae, un genre musical d'engagement. En 2008, son œuvre Africa. Il sort le disque Changeons d'esprit en 2010. 3 ans plus tard, son chef-d'œuvre Wally voit le jour. Derrière son calme olympien se cachait un talent qui fait l'unanimité. Aujourd'hui, voilà, c'est la musique guinéenne tout entière qui est en deuil, principalement le reggae parce qu'il fait partie de l'un des précurseurs de ce style-là ici, qu'il a imposé ici en Afrique. Donc Abdul Jabbar était un artiste hyper humble, hyper simple. Jabbar était trop timide. Il ne parlait pas beaucoup, il ne provoquait pas les gens. Il était lui-même quoi au fait. On a grandi ensemble, depuis bas âge, on a tout fait ensemble. Presque il était comme un ami. Et ces 3 premiers albums ont été produits par moi-même, qui était son manager producteur, son guide, son ami. Et de là jusqu'à Bamako. Les responsables du ministère de la Culture ont salué la mémoire de cette étoile avant d'énumérer de nouvelles mesures allant dans l'amélioration des conditions de vie des créateurs. Une couverture sanitaire qu'on appelle l'assurance maladie des artistes a été négociée entre le Bureau guinéen de droit d'auteur et la société d'assurance NCI. Alors cette assurance en principe prend en charge
prend en charge à 70% les frais alors liés de la maladie jusqu'au décès. Ça veut dire quoi? 200 millions de francs guinéens ont été mis à la disposition de NCI Assurance pour que tous les artistes membres du bureau guinéen de droit d'auteur, ça fait les 95% des artistes guinéens, alors profitent des avantages liés à cette assurance. Abdul Jabbar avait proposé un nouveau clip intitulé Señorita, un extrait de son 6e album Spiritual War qui signifie la guerre des esprits. En attendant la sortie à titre posthume de cet album, le célèbre reggaeman rejoindra sa dernière demeure ce dimanche dans sa ville natale de Fria, la cité de l'aluminium. On n'est pas des perdants, oui bébé nous sommes des champions. Je suis pour toi, dis-moi si tu es pour moi. J'ai envie de toi, dis-moi si tu m'aimes. Je suis là pour toi, bébé, oui pour toi. Je ne suis pas un homme méchant, je chante. Paix à ton âme, l'artiste, et paix à l'âme de tous ces gens qui nous ont quittés ce week-end. Mesdames et messieurs, c'est sur ces notes de tristesse que nous fermons ce journal. Bon week-end à vous et à demain.